Bonsoir Laurent Moïse. Ici au Cercle de généalogie juive, on te connaît bien. Tu es adhérent depuis 1998 et tu es également membre du conseil d'administration. Tu as une double formation de journaliste et euh, de spécialiste de sciences économiques. Tu as été journaliste au Luxembourg, tu es luxembourgeois, rédacteur en chef et tu es l'auteur de nombreuses publications et également d'un film documentaire sur un sujet économique. Tu es très impliqué dans la vie associative. Tu es entre autres président de la Fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la Shoah, président de la Fondation René Oppenheimer, ancien membre du consistoire israélite du Luxembourg et également du Bnei Brit du Luxembourg. Et je crois que tu as occupé ailleurs d'autres fonctions en étant président ou vice-président. Tu vas nous parler de l'Alsace au scandale de Watergate à propos de la famille Meyer. Pendant 80 ans, le Washington Post était dirigé par une famille d'origine juive alsacienne. Et d'un journal tombé en faillite, elle en a fait un des fleurons de la presse quotidienne américaine. Et tu vas donc en retracer le parcours généalogique des propriétaires, l'illustre famille Meyer. C'est à toi. Merci beaucoup, Claire. On va donc s'intéresser aujourd'hui, ce soir, à la presse, au monde de la presse, en particulier le monde de la presse américaine, un sujet très actuel hein, avec le président actuel des États-Unis. J'aurai la possibilité d'y revenir brièvement à la fin de mon exposé. Et on va faire un parcours généalogique en même temps qu'on va retracer un peu l'histoire de ce journal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quand on parle de la presse, et plus spécifiquement de la presse anglo-saxonne, on pense évidemment aussi à ceux qui ont détenu un empire de presse. Alors, je vous donne juste deux exemples. William Randolph Hearst, qui était très connu comme propriétaire de plusieurs journaux. Il possédait en fait une trentaine de journaux populaires et s'est spécialisé dans le sensationnalisme. Ceux qui font des études de journalisme connaissent très bien ce personnage, un personnage qui a été vraiment fantasque et qui a vraiment marqué la presse aux États-Unis. Je peux prendre un autre exemple, Rupert Murdoch, que certains d'entre vous connaissent peut-être ou en ont déjà entendu parler, qui lui aussi dispose d'un empire des médias, notamment il est à la tête du groupe News Corporation, il possède des journaux comme le Sun, le Times ou alors la chaîne Fox News. Donc vous voyez que déjà au cours de l'histoire, on a affaire à des personnages qui ont marqué l'histoire de la presse et certains étaient relativement truculents. Alors vous avez aussi évidemment des propriétaires de journaux, de médias en France qui sont très connus. Si je prends toutes ces dernières années, si je vous donne les noms de Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Xavier Niel, Daniel Kretinsky, Rodolphe Sadet ou Patrick Drahi. Je pense que ces noms vous disent quelque chose. D'ailleurs, parmi tous ceux que je viens de nommer, euh, bon, à part le dernier, je crois que personne n'a une ascendance juive. Donc, ce qui rend les choses compliquées pour les complotistes quand ils expliquent que C'est pas tout à fait vrai. Vincent Bolloré a une ascendance juive. il a une ascendance juive, mais il n'est pas juif, hein. Mais c'est vrai qu'il a une branche d'ascendance juive, je suis tout à fait d'accord, mais sa famille n'est pas juive en fait, hein. Mais on se rejoint. Merci pour la précision. Alors, quand on va maintenant s'intéresser à la famille Meyer, il faut là aussi faire attention de ne pas confondre les Meyer. Bon, le nom Meyer est un nom très courant chez les juifs, tout comme chez les non-juifs. Et quand on parle aussi de la presse, je vais donner un exemple d'un Meyer qui n'a absolument rien à voir avec notre histoire de ce soir.
Il s'agit d'Arthur Meyer. Arthur Meyer est né au Havre en 1844 et sa famille est originaire de Momenheim, une famille juive également. Il a été directeur du journal Le Gaulois, qui est en fait l'ancêtre du Figaro, hein. Donc il faut toujours faire attention quand on parle de la famille Meyer, de ne pas confondre les familles. Autant que je sache, en tout cas d'après mes recherches, il n'y a aucun lien de famille entre Arthur Meyer et les Meyer dont on va parler. Aux États-Unis, il y a une famille juive aussi qui a joué un rôle important et qui joue encore un rôle important aujourd'hui. C'est la famille Ochs-Sulzberger. Pourquoi? Mais parce que Adolph Ochs a pris une participation dans le New York Times en 1893 et son gendre Arthur Sulzberger prend sa succession en 1935. Et depuis lors, les Ochs-Sulzberger détiennent le New York Times, un journal très connu, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Le fils, euh, Arthur Ochs-Sulzberger, qui est né en 1926, a repris le New York Times, pardon, au moment de la gloire de ce journal et l'a développé encore. Donc, ça, c'est aussi l'exemple d'une famille juive qui était à la tête d'un des fleurons de la presse aux États-Unis. Mais le journal qui nous intéresse ce soir, c'est un journal concurrent du New York Times, à savoir le Washington Post. Le Washington Post est un journal très ancien. Il a été créé en 1877 par un nommé Stilson Hutchins, un éditeur pas tout à fait recommandable parce qu'il avait beaucoup d'opinions racistes. Et cette personne a lancé ce journal qui n'avait pas une grande envergure à l'époque et l'a fusionné l'année suivante avec un autre journal qui s'appelait le Washington Union. En 1889, le journal est racheté par Frank Hatton, qui était à l'époque directeur général de la Poste fédérale, et Beria Wilkins, qui était un banquier et un député démocrate. À la mort de ce dernier, les fils vendent le journal en 1905 à John McLean, homme d'affaires et homme politique démocrate. Il décède en 1916 et son fils Edward, qu'on surnommait Ned, qui mène un train de vie somptueux, va mener le journal à la ruine. Ce dernier reçoit une offre de rachat de 5 millions de dollars en 1929, mais trop fier sans doute, il refuse. Vous voyez là la une du Washington Post en 1933. Alors l'image n'est pas très nette, je suis désolé, mais vous voyez qu'à l'époque, les journaux n'étaient pas très illustrés. Les textes étaient très, très denses. C'est comme ça qu'on lisait les journaux à l'époque. Et l'année 1933 est une année importante parce que comme le propriétaire, ce fils Edward McLean, a mené le journal à la ruine, il est obligé de le céder et il tombe dans la faillite, donc, et on assiste à une mise aux enchères du journal qui a lieu donc cette fameuse année 1933. Alors, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à racheter ce journal. Et parmi ceux qui font monter les enchères, il y a un avocat, un jeune avocat, George Hamilton Jr., qui représente un acheteur anonyme. Et finalement, il remporte la mise aux enchères et pour un montant de 625 000 dollars, un montant déjà assez conséquent pour l'époque. Évidemment, tout le monde se demande qui est derrière cet achat. Et quelques jours après, on apprend qui est la personne qui a racheté le journal, c'est ce monsieur-là,
Eugene Isaac Mayer, donc un, un personnage qui est très connu dans les hautes sphères politiques et financières aux États-Unis. Eugene Mayer a alors 57 ans et après ses études à la banque Lazare, après ses études, il va travailler à la banque Lazare Frères qu'il quitte en 1901 et entame une carrière d'investisseur. Il a son siège d'ailleurs à la bourse de New York. Et en 1927, le président Calvin Coolidge le nomme président de la Commission fédérale du prêt agricole, un poste déjà assez prestigieux. Et visiblement, ça lui réussit bien, puisque 3 ans plus tard, en 1930, le président suivant, Herbert Hoover, le nomme président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, la Fed, très connue aujourd'hui. Un poste qu'il occupe jusqu'au 10 mai 1933. Et donc, une fois qu'il quitte ce poste, il achète donc le journal Washington Post cette même année. Plus tard, d'ailleurs, en 1946, un autre président des États-Unis, Harry Truman, le nommera président de la Banque mondiale. Et c'est en effet lui qui avait fait la première offre en 1929, lorsque le journal était mal en point, mais avait essuyé un refus, et donc il a réussi finalement à l'acheter 4 ans plus tard à travers cette mise aux enchères. Alors, Eugene Isaac Meyer est né à Los Angeles et il a grandi à San Francisco. Il est issu d'une famille juive alsacienne. Et là, on entre maintenant dans la partie généalogique qui vous intéresse sans doute. Vous voyez, en remontant ici, disons sur le côté gauche, euh, il a un arrière-grand-père qui est très connu, Jacob Meyer. Je vais revenir sur ce Jacob Meyer, qui fut grand rabbin du Bas-Rhin de 1813 à 1830 et membre de l'Assemblée des notables en 1806, ainsi que du Grand Sanhédrin en 1807. Donc un personnage extrêmement important. Vous voyez aussi à côté, tout en haut, une famille Leup qui venait de d'Etteviller. Hein. Je suis tombé en premier sur cette famille parce que ça me lie à une branche Loeb, justement, qui fait partie de mes ancêtres. À cette famille Loeb, donc, qui vient d'Etteviller, donc un arrière-grand-père, Loeb, Gabriel Loeb, qui s'est marié à une Boonaville qui venait de Rixheim. Alors, les Loeb, à l'origine, venaient d'Allemagne, de Niederkirchen, et les Weil avant Rixheim, il me semble que c'était Winsenheim. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette branche-là. Je reviendrai de toute façon sur le mariage de Sophie Loeb avec Isaac Meyer, le grand-père d'Eugène, et également sur la partie droite, les Newmark. Je vais en parler dans quelques instants également. L'arrière-grand-père Jacob Meyer, que vous voyez ici en illustration, qui est relativement connu. Et je vais commencer un peu par m'intéresser à cette ascendance-là. Donc, le rabbin Jacob Meyer. Alors, d'où vient sa famille? On trouve un contrat de mariage du 10 septembre 1737. Le père de Jacob, donc Isaac, dit également Zekle, réside à Mutzig, hein, dans le Bas-Rhin, et prend pour épouse Gulchenweil, fille du grand luminaire, le rabbin Samuel de Ribeauvillé, Samuel ou Sainte-Ville, et il s'agit de Samuel Weil, qui est alors président du tribunal rabbinique. Et ce contrat que vous voyez là stipule qu'Isaac est le fils de Meyer, lui-même fils de Wolf. Isaac, donc le père de Jacob, s'installe à Ribeauvillé, où il deviendra préposé des Juifs de cette ville. Et suite au décès de sa première épouse, Isaac Meyer se marie en secondes noces avec une sœur de Gulchen, à savoir Hannah Weil, d'après un contrat de mariage du 24 octobre 1747,
et il est le père d'une famille nombreuse, 10 enfants, dont 2 du premier mariage, Sorlé, ou Sarah si vous préférez, et Jacob, justement, dont je vais parler maintenant. Alors, le voilà encore une fois. Jacob Nieckel est né en 1739 à Ribeauvillé et grandit dans une famille illustre avec un père chef de communauté et un beau-père grand rabbin d'Alsace. Il fait ses études en Allemagne, à Karlsruhe et Francfort, et en 1762, on le trouve à Hagenthal-le-Bas, donc dans le Haut-Rhin, tout près de la frontière suisse, où il compose un traité sur le calendrier. Puis il devient Dayan ou commis rabbin, si vous préférez, à Rixheim, toujours dans le Haut-Rhin. Il est nommé rabbin à Nidernais et il siège à ce titre à l'Assemblée des notables en 1806 et au Grand Sanhédrin en 1807. Et il devient ensuite grand rabbin et président du consistoire du rabbin. Donc c'est vraiment une notoriété. Le lettré Jacob, dit Jekyll, se marie donc en 1758 à Fayel Dreyfus, ou Fogel Dreyfus, fille d'Abraham, et cet Abraham Dreyfus, du temps de son vivant, était préposé des Juifs de Hagenthal-le-Bas. Le couple a plusieurs enfants, et suite au décès de son épouse, Jacob se remarie avec la veuve Fromette Hulmeau, mariage consigné dans un contrat du 20 juin 1787. L'un de ses fils, issu du second mariage, Isaac, est né à Sierentz le 20 mars 1789. Ce dernier se marie à Strasbourg avec Mélanie Lévy, originaire de Mutzig et décédée en 1831, puis le 30 septembre 1833, à Strasbourg, avec Sophie ou Séphora Loeb, qui est, par son ascendance maternelle, une arrière-petite-fille de Jacob Meyer, étant donné que sa grand-mère Gulché, dont on a parlé, est issue du premier mariage du célèbre rabbin. Alors, Isaac et Sophie ont 6 enfants. 2 décèdent en bas âge. L'aîné des 4 autres enfants, Amélie Meyer, que vous voyez ici sur le tableau, épouse à Strasbourg Jacob Leuve, qui dirige un atelier de couture dans le pays de Bade. Son frère Jacob, dit Constant Meyer, né en 1839, vous le voyez plus ou moins au milieu, se marie à Lyon avec Anna Loeb, native de Chaumont, et il part s'installer aux États-Unis. Sa sœur, Ernestine, née en 1840, prend pour époux le très connu rabbin Tzadok Khan, qui va devenir plus tard grand rabbin de France. Quant au cadet des enfants, Marc, qui est nommé Eugène en fait, Marc Meyer, Eugène Meyer donc, est né à Strasbourg le 26 janvier 1842. Lors du décès de son père Isaac en 1850, il n'a que 8 ans. Privé de son principal gagne-pain, la famille vit dans la misère. Eugène quitte l'école à 14 ans et fait ses premiers pas d'apprenti dans le commerce, chez des frères Blum de Bischheim. En 1859, alors qu'il n'a que 17 ans, il part aux États-Unis, doté d'une recommandation du banquier Alexandre Lazare, qu'il a rencontré à Paris peu avant de prendre le bateau. Alors la famille Lazare est issue de Frauenberg, en Moselle, et c'est cette famille qui était à l'origine du fameux groupe financier du même nom. Eugène Meyer rejoint San Francisco, où il est engagé par un associé de la banque Lazare, Alexandre Weil. Il déménage en 1861 à Los Angeles pour devenir employé de bureau dans un des tout premiers magasins de la ville, The City of Paris. Son patron est Salomon Lazare, qui est le fils d'Alexandre Lazare. Et avec l'aide de son frère Constant, Eugène va prendre la succession de l'affaire et se lancer dans le prêt d'argent.
Et il va diversifier ses activités et ça va tellement bien marcher que tout ça va lui procurer prestige et fortune. En 1867, Eugene Meyer épouse Harriet Newmark, fille du rabbin Joseph Newmark. Il a dès lors comme beau-frère Salomon Lazar, qui s'est marié 2 ans plus tôt avec Caroline Newmark, sœur aînée de Harriet. Le patronyme Newmark tire son origine de la ville située de nos jours en Pologne, Nowe Miasto Lubawskie. Excusez-moi pour l'accent, mon polonais n'est pas très bon, qui faisait donc partie de la Prusse orientale avant la Première Guerre mondiale sous le nom germanique de Neumark. Joseph Newmark, donc ça a été anglicisé, compte parmi les fondateurs d'une des premières synagogues érigées à New York, le Bnei Yeshurun, 6 à Manhattan. Le rabbin déménage par la suite sur la côte ouest des États-Unis, d'abord à San Francisco, puis à Los Angeles, où il fonde la communauté Bnei Brit, dotée d'une synagogue de rite orthodoxe. Eugène et Harriet donnent naissance à 8 enfants, 5 filles et 3 garçons. L'aînée, Rosalie Meyer, que vous voyez là tout à fait à gauche, se marie avec Sigmund Stern, l'un des neveux de Lévi Strauss, qui est l'inventeur du fameux Blue Jeans. Élise Meyer, la sœur de Rosalie, a épousé Abraham Stern, qui est un frère de Sigmund. Les frères Stern assumeront à tour de rôle la direction de la compagnie Lévi-Strauss. La fille de Sigmund et Rosalie, Elise Stern, se mariera avec un nommé Haas, Walter Abraham Haas, qui reprendra l'affaire. Donc l'affaire reste dans la famille en quelque sorte. Elle est encore aujourd'hui, hein, toujours aux mains de cette famille Haas. Une autre fille d'Eugène et Harriet, donc Florence Meyer, que vous voyez là en 3e position, épouse George Blumenthal, banquier originaire de Francfort, Francfort sur le Main, bien entendu, qui dirige la branche américaine du groupe Lazare Frères. C'est un homme très imbu de lui-même. Il assume entre autres aussi la présidence du Metropolitan Museum of Art de New York et de l'Hôpital américain de Paris. Une autre fille que vous voyez là, Ruth Meyer, épouse Alfred Cook de San Francisco. Le couple donne naissance à une fille, Janet, qui se mariera avec Louis Melville, un avocat renommé et conseiller juridique du New York Times. Un concurrent donc. Vient ensuite Aline Meyer, artiste peintre et collectionneuse d'art, bien introduite dans le milieu artistique de New York. Elle exposera ses toiles aussi à l'étranger, entre autres à Paris. Elle convolera en juste noces avec Charles Joseph Liebman, dirigeant d'une brasserie qui produisait une bière bien connue à l'époque aux États-Unis, la bière Rheingold. Je crois qu'elle n'existe plus. Des 3 garçons issus de la fratrie, Walter Meyer est l'unique célibataire. Il est tout à fait à droite. Edgar Joseph Meyer figure sur la liste des naufragés du Titanic. Son épouse Leila Sachs, qui a survécu à la catastrophe, est la fille d'Andrew Sachs, fondateur du fameux magasin homonyme situé sur la Fifth Avenue à New York. Et il reste donc, je l'ai gardé pour la fin, Eugène Isaac Meyer, 4e en rang dans la chronologie des naissances. Il est né le 31 octobre 1875 à Los Angeles et grandit dans une famille qui, selon sa petite fille Catherine, est membre de la communauté juive libérale. Il suit des cours d'histoire juive, d'hébreu et de religion, mais son intérêt dans le judaïsme n'est pas très grand et il refuse de faire sa bar mitzvah. De même, il montre peu d'intérêt pour le sionisme, mais cela ne l'empêchera pas de soutenir des causes juives, y compris des associations caritatives. Il accomplit ses études à l'université de Yale,
puis part 2 ans en Europe pour faire son apprentissage dans le secteur financier. Il rentre ensuite aux États-Unis où il crée sa propre banque d'investissement. Sa réputation l'amène à côtoyer le monde politique. Devenu conseiller des présidents Woodrow Wilson et Herbert Hoover, il est nommé président de la Banque internationale de reconstruction et de développement en 1946, une institution qui prendra par la suite le nom de Banque mondiale. En 1933, il remporte la vente aux enchères donc du Washington Post, que j'ai dit tout à l'heure, qu'il avait vainement essayé d'acquérir quelques années plus tôt auprès de son ancien propriétaire. Son ambition est d'en faire un journal de référence grâce à sa qualité éditoriale. Sa femme, Agnès Ernst, qu'il a épousée en 1910, est journaliste et militante des droits civiques. Elle est issue d'une famille luthérienne d'origine allemande. Alors, Eugène et Agnès ont 5 enfants. On commence par l'aînée, Florence, qui se lance dans la photographie et va tirer des portraits de nombreuses célébrités. Elle se marie avec l'acteur autrichien Oskar Homolka, dont elle divorce quelques années après. Sa sœur, Elisabeth, elle s'investit dans le secteur social et épouse le cinéaste Per Lawrence, spécialisé dans les films documentaires. Eugene Dibill Meyer est médecin psychiatre à la faculté Johns Hopkins et forme un couple avec Mary Bradley, qui est une chercheuse reconnue en épidémiologie. Quant à Ruth Meyer, là je passe tout de suite à la fin, Ruth Meyer, elle épouse un gynécologue, William Epstein. Mais là on va s'intéresser à Catherine. Catherine Meyer, dit aussi Kay, parce qu'elle va être propulsée au devant de la scène de manière tout à fait inattendue. Catherine se marie en 1940 à Philip Graham, issu d'une famille luthérienne du Dakota du Sud. En 1946, Eugène, le père de Catherine, ressent le poids de l'âge et décide de céder les commandes du groupe de presse à son gendre Philippe. Le Washington Post continue de se développer et devient un des fleurons de la presse américaine. Le 3 août 1963, c'est la catastrophe. Philip Graham décède des suites d'une maladie. En fait, il se suicide. Ça pose de gros problèmes au sein du groupe Washington Post, qui va lui succéder. La succession de la firme est ouverte et afin de contrôler la société dans le giron familial, Kay ou Catherine est propulsée à la direction du groupe. Alors il faut s'imaginer à l'époque, d'abord, quand elle arrive à la tête du groupe, c'est une personne qui n'a aucune expérience professionnelle. Premier problème. Ensuite, c'est une femme. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, les femmes étaient quasiment absentes du monde du travail, en tout cas dans tout ce qui est étage supérieur au niveau des directions. Elle arrive dans un monde de la presse qui est tout à fait impitoyable. La concurrence est féroce, il faut faire face à l'opinion publique qui n'est pas toujours très tendre. En plus, elle doit affronter un défi de taille, étant donné que le groupe s'est agrandi. Le Washington Post a notamment racheté le Newsweek, qui était un hebdomadaire très connu aux États-Unis, un des plus grands hebdomadaires aux États-Unis en matière d'information, avec le Time Magazine, pardon. Donc, et puis le groupe avait aussi racheté toute une série de télévisions locales ou régionales. Donc, c'est devenu un groupe important. Il s'agit de gérer avec efficacité. Sur le plan politique,
Il y a eu aussi beaucoup de bouleversements. Le 22 novembre 1963, donc quelques mois après le décès de Phil Graham, John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis, est assassiné et son successeur, Lyndon Johnson, devient relativement impopulaire, notamment en raison de la guerre du Vietnam. Aux États-Unis, il y a beaucoup de troubles ethniques et il y a une forte insécurité dans beaucoup de villes américaines. Et finalement, en 1969, c'est le républicain Richard Nixon qui est élu président. Et dès qu'il prend le pouvoir, les relations avec la presse vont être relativement tendues, car le gouvernement de Nixon est presque paranoïaque, surtout en ce qui concerne la sécurité nationale et tout ce qui touche au secret d'État. En 1971, dans le sillage du New York Times, le Washington Post va connaître des remous extrêmement importants. Donc là, vous voyez une photo de Catherine Mayer tenant le Washington Post. Et ce qui va se passer, c'est que le Washington Post va obtenir des documents compromettants sur la guerre du Vietnam. En fait, l'histoire, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le ministre de la Défense du gouvernement démocrate, donc avant Nixon encore, avait compilé toute une série de dossiers sur la guerre du Vietnam et il y a eu des fuites. Lui, en fait, voulait collecter ça pour que, après, on puisse réécrire un peu l'histoire. Il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites dans la presse, notamment au niveau du New York Times. Le New York Times qui sort des informations à partir de de ces dossiers en disant que, en fait, le gouvernement américain nous a menti. On constate que les États-Unis seront incapables de gagner la guerre au Vietnam. On nous a caché ça. Et le New York Times va connaître de gros problèmes avec la Maison-Blanche et va être assigné en justice. La Maison-Blanche va demander de suspendre la publication. Le Washington Post, qui au début n'est pas très content parce que ils ont été un peu pris de vitesse par leurs grands concurrents, mais à leur tour vont réussir à mettre la main sur ces dossiers et vont commencer aussi à publier des informations ou souhaiter publier des informations. Seulement, le problème qui se pose alors à Catherine Graham est le suivant. Le New York Times est assigné en justice, donc si jamais ils perdent en justice, ils vont avoir de gros problèmes. Et si le Washington Post fait la même chose, ça risque de mettre en péril l'existence du journal et peut-être du groupe tout entier. Évidemment, le staff éditorial du Washington Post pousse à publier les informations, tandis que les avocats du journal disent ou c'est dangereux, c'est risqué, c'est peut-être à éviter. Et finalement, Kay Graham doit prendre la décision. Elle décide d'aller de l'avant, elle suit son staff éditorial et le Washington Post publie donc également des articles sur ces documents qui fait que le problème se pose aussi pour le Washington Post, une demande de la Maison-Blanche de suspendre la publication. Mais en fait, d'autres journaux vont se joindre à l'initiative des deux grands journaux américains et finalement la Cour suprême va donner tort au gouvernement. Donc le Washington Post l'a échappé belle et toute cette histoire va rester ancrée dans l'histoire de la presse aux États-Unis sous le nom de Pentagon Papers. Vous avez peut-être déjà entendu
parler de cela. Il y a eu notamment un film il y a quelques années qui était extrêmement bien fait, qui a montré à quel point ce moment crucial au sein de l'histoire de la presse américaine a été important sous l'ère Nixon, disons. Mais il y a une autre affaire qui va encore aller beaucoup plus loin que les Pentagon Papers. Et elle va jouer un rôle central l'année suivante, en 1972. Dans la nuit du 16 juin 1972, il se passe deux faits divers. Alors le premier est assez marrant, ça a fait rire beaucoup de personnes. En fait, il y a une voiture qui quitte la chaussée, qui s'enfonce dans le mur d'une maison et qui traverse le mur, passe de l'autre côté et surprend un couple en train de faire l'amour sur le divan. Bon, c'était assez marrant comme histoire, même si ça aurait pu aboutir à une vraie catastrophe. Mais il y a un deuxième fait divers qui, sur le moment, n'a pas encore, on ne saisit pas encore tout de suite l'envergure de ces divers. La police surprend 5 cambrioleurs dans un immeuble à Washington. L'immeuble s'appelle Watergate. Et ce qui est assez important dans cette histoire, c'est que dans cet immeuble se situe le siège du Parti démocrate. Or, les cambrioleurs qui sont pris en flagrant délit étaient en possession de matériel d'écoute, et donc il est clair que l'histoire va un peu plus loin va un peu au-delà du simple fait divers. Mais au début, l'affaire ne fait pas trop de vagues. Le lendemain, le surlendemain, ça fait pas trop de vagues. Euh, Pourquoi? Ben, Nixon se dit, finalement, on arrive à étouffer l'affaire. Il remporte l'élection en 1972. Seulement, c'est sans compter sur l'enquête de deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, qui vont faire le lien avec la Maison-Blanche. En fait, Carl Bernstein était sur le point d'être licencié du Washington Post, il foutait rien, il buvait, enfin c'était quelqu'un qui ne travaillait pas sérieusement. Mais quand on l'a mis sur l'affaire, en même temps que Bob Woodward, un journaliste extrêmement sérieux, ils arrivent à trouver des informations sur ce cambriolage, sur les personnes qui sont arrêtées, et ils arrivent petit à petit à montrer que l'ordre venait en fait directement de la Maison Blanche. Là-dessus, évidemment, le Washington Post va subir de très fortes pressions de la part de la Maison Blanche. Ils vont publier plusieurs articles sur cette tentative d'écoute lancée par l'équipe Nixon. L'affaire va s'emballer. Ça va pas empêcher Nixon d'être élu dans un premier temps en novembre 1972, mais les attaques contre son équipe vont redoubler et finalement, je n'entre pas dans les détails de l'affaire, je pense beaucoup la connaissent, finalement Nixon va devoir démissionné 2 ans plus tard, en 1974. Alors cette affaire, qu'on connaît sous le nom de Watergate, a évidemment fait gagner en réputation, même internationale, au Washington Post. Ceux qui ne connaissaient pas encore ce journal, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, entre-temps, savaient que c'était un journal qui avait fait parler de lui, qui avait réussi à sortir des informations qui ont secoué les États-Unis, voire le monde entier. Donc, d'un côté, si vous voulez, le scandale de Watergate a donné un pouvoir au Washington Post qui n'avait pas avant et une visibilité que le journal n'avait pas. Mais ça a eu aussi par la suite des implications, je dirais, plus négatives sur la profession même du journalisme. Catherine Graham en parle très brièvement aussi dans son autobiographie.
cette histoire qui a finalement apporté un prestige inouï non seulement au journal, mais aussi aux deux journalistes, Bernstein et Woodward, parce qu'ils ont été auréolés du succès de l'enquête. Ils ont montré que les journalistes avaient beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Malgré tout, les jeunes journalistes qui commençaient dans le métier étaient avant tout intéressés à la recherche du scoop plutôt que de faire de l'information et surtout de l'information locale. Et ça a beaucoup nui par la suite à la réputation des journalistes. Ça a un peu perverti, je dirais, le travail quotidien, parfois un peu banal, si on peut dire, du journaliste. Et ça aura des implications sur le fonctionnement du journalisme dans les décennies suivantes. Mais là, c'est un autre sujet. On pourra en parler s'il y a des questions à la fin de mon exposé. En 1979, Catherine Graham, née Meyer, veuve et mère de 4 enfants, transmet la direction du journal à son fils, Donald Graham, oui, pourquoi elle le fait? Mais tout simplement, comme ça, la famille garde le contrôle du groupe. Et Kay continue à présider le comité exécutif. Donc, elle reste dans le groupe, même si elle cède une partie des prérogatives à son fils Donald. En septembre 2000, Donald succède à sa mère à la tête de la compagnie. C'est le deuxième de 4 enfants du couple Graham. Alors, je pense que j'ai mis... Non, je n'ai pas mis la suite, les enfants. Là, vous voyez une nièce de Catherine Graham, Catherine Weymouth, qui est en fait la fille d'une sœur de Catherine Graham. Donc, Catherine avait une sœur aînée, Elizabeth. Pardon. Euh, c'est Donald avait une sœur aînée, Elizabeth. Voilà. Qui avait donc qui s'était marié à un architecte, Ian Weymouth, et ils ont eu une fille, Catherine, qui est nommée éditrice du journal de 2008 à 2014. Donc, vous voyez là encore, le Washington Post reste dans les mains de la famille, en fait jusqu'en 2013. Elle reste en poste encore jusqu'en 2014, mais en 2013, il va y avoir un changement important puisque au bout de 80 ans de détention du Washington Post, le journal va changer de main et qui va reprendre ce journal, qui va le racheter. Ben, le nouveau propriétaire, c'est Jeff Bezos, fondateur de l'entreprise Amazon, qui va inaugurer ainsi une nouvelle ère au sein du groupe de presse. Voilà. Donc, considéré durant l'ère Meyer comme plus proche des démocrates, le Washington Post a souvent appelé à voter pour des candidats démocrates. Vous aviez, par exemple, le Washington Post a appelé à voter Jimmy Carter, Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden. Euh, il a fait une exception lors de la campagne présidentielle entre George Bush et Michael Dukakis, où il n'a pas appuyé le candidat démocrate parce qu'il ne croyait pas trop en ses chances. Et d'ailleurs, Catherine Graham a écrit dans en autobiographie que c'est la seule fois qu'elle a voté pour le candidat républicain, donc pour George Bush. En 2024, par contre, le Washington Post n'a plus appuyé un candidat, hein, endorsement, comme on dit aux États-Unis. Et ils ont décidé de ne pas appuyer un candidat lors de l'élection de 2024. Hein. 2024 où, évidemment, Donald Trump a été élu. Alors, j'ai encore des chiffres de 2023. Le Washington Post comptait à ce moment-là 130 000 abonnés papier et 2 500 000
abonnés digitaux. C'était le troisième journal en termes de circulation derrière le New York Times et le Wall Street Journal. Et en 2025, ces abonnés papier sont passés pour la première fois depuis fort longtemps en dessous de la barre des 100 000. Le Washington Post maintenant a changé, hein, ce n'est plus tout à fait le même journal depuis qu'il a changé de main. C'est devenu la cible privilégiée de Donald Trump, hein, qui son équipe a instauré ce qu'ils appellent un Offender Hall of Shame, c'est-à-dire euh, une sorte de tableau des médias qui sont le plus détestables parce que soi-disant ils n'arrêtent pas de lancer des fake news à propos de la Maison-Blanche et du président des États-Unis. Et vous voyez que le Washington Post est devenu la cible régulière de l'équipe Trump. C'est un journal qui est aussi fortement critiqué depuis que Jeff Bezos l'a racheté, étant donné que, euh, disons, les milliardaires américains sont devenus extrêmement prudents quand il s'agit de critiquer le nouveau président des États-Unis. Je vais en venir quand même à la conclusion. Donc, comme vous l'avez vu, pendant 80 ans, la famille Meyer a détenu le Washington Post et en a fait un journal de référence aux États-Unis, mais même au-delà. La famille Meyer a quand même fait un parcours remarquable à une époque où le journalisme était synonyme de quatrième pouvoir. Alors, est-ce que c'est encore le cas? C'est une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, donc, le Washington Post reste un journal important, hein. Comme je l'ai dit, troisième derrière le New York Times et le Wall Street Journal. Quant à la famille Meyer, ou ses descendants, les quatre enfants de Catherine Graham ont tous fondé une famille. Bon, il y a eu des turbulences aussi au sein de cette famille, puisqu'ils ont tous les quatre divorcé, hein, certains plus d'une fois d'ailleurs. Hein. On trouve des petits-enfants maintenant qui sont toujours attachés à l'écriture, même si la plupart ne sont plus dans le journalisme. Et on peut constater ainsi que les générations sont en train de changer, en même temps que le journalisme d'ailleurs. Voilà un peu le tour que je voulais faire avec vous à propos de cette famille Meyer, et à propos de l'histoire du Washington Post. Vous voyez que c'était une histoire assez avec beaucoup de rebondissements. Bon, je me suis juste intéressé aux principaux événements. Évidemment, l'histoire du journal est croustillante de détails. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, lisez notamment l'autobiographie de Catherine Graham qui donne énormément d'anecdotes sur la façon dont elle a vécu la période à la tête du journal, et aussi sur sa vie de famille. Voilà.